Nouvelle qui nous touche. Eh bien, le ministre des Finances avait convoqué hier la presse. On ne savait pas trop pourquoi. Juste un petit point de presse avant la période des questions. Et donc, a été amené sur cette histoire de est-ce que le seul fait que le Parti québécois soit en avance d'un sondage avec l'idée d'un référendum, est-ce que présentement, cette incertitude coûte quelque chose? Et la réponse, selon le ministre des Finances, c'est oui. Il a déjà identifié un chiffre, 20 millions de dollars de plus par année en paiement d'intérêts pour le Québec. Ce que Éric Girard affirme, c'est que la promesse de Paul Saint-Pierre Plamondon de tenir une consultation publique sur l'avenir du Québec dans un premier mandat, ça mine déjà les finances de la province. M. Girard dit que la perspective d'un référendum fait augmenter le coût des emprunts d'environ 5 points de base. Ce qui est quand même beaucoup. Quand on considère que le Québec emprunte 40 milliards de dollars par année, un petit calcul fait en sorte qu'on arrive à 20 millions de dollars de plus, qui au bout de 5 ans, c'est 100 millions de dollars. Il y a eu réponse de la part du chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon qui dénonce une campagne de peur du gouvernement Legault pour affaiblir le mouvement souverainiste présentement. La réalité, c'est que les taux d'intérêt... En fait, le taux d'intérêt... Qui est chargé d'une province à l'autre. En bout de ligne, c'est quoi? Là? Quand on dit qu'il y a une prime, tu payes un petit peu plus cher, c'est le fameux risque de ne jamais être remboursé. Là. C'est le risque de faillite. C'est comme quand tu prêtes à une compagnie. Je veux dire, si tu prêtes à une compagnie qui fait beaucoup d'argent puis qui veut construire une usine de plus pour faire encore plus d'argent, tu vas y prêter un meilleur taux que si tu prêtes à une PME qui est déjà endettée et qui dit « Ouais, mais tu vas voir, dans 3-4 ans, là, je vais me mettre à faire de l'argent. » C'est le risque de jamais revoir ton argent. Dans le cas des provinces, des pays, on dit « OK, ils ont le pouvoir de taxation. » Le risque de ne pas revoir ton argent est quand même minime, infime, très, 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 très petit. Mais là, il varie quand même en fonction d'une multitude de critères. Donc, le fait que, par exemple, Éric Girard ait fait un déficit de 15 milliards il y a 2 ans, ça fait augmenter... Lui-même, par ses actions, a contribué. Est-ce que ça, c'est 0.05, 0.10, 0.15? Mais c'est probablement vrai là, que le fait qu'il y ait l'idée d'un référendum, d'un parti qui veut faire un référendum sur la souveraineté, que ça joue peut-être... Je sais pas par contre comment il peut parler d'un chiffre avec certitude, parce que c'est comme... À un moment donné, les agences de cotation, ceux qui fixent les taux d'intérêt, ils mettent... Ils mettent dans le blender là, une foule de caractères. Y a une case souveraineté? Oui, c'est ça. En fait, juste Trump, à mon avis, c'est le plus gros facteur de tous. Là. Le fait qu'on soit menacé de tarifs qui pourraient créer une récession, tout ça, juste ça. Fait que j'ai trouvé la sortie. Je comprends ce qu'a voulu faire Éric Girard. Maintenant, sur le plan, où est-ce qu'il prend son chiffre exactement? Puis comment est-ce qu'il balance ça avec des actions qui sont lui-même sous son contrôle? Ça, c'est à voir. Maintenant, j'ai hâte d'entendre. On va parler tout à l'heure à Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. J'ai l'impression, on l'a senti hier vraiment piqué là, par cette sortie-là. Bon, du côté des médecins, le médecin spécialiste serait peut-être prêt à un compromis, mais on veut vraiment tourner la page sur la loi 2. Pour ce qui est des médecins spécialistes, effectivement, on se dit prêt à réduire les demandes après les avoir fait passer déjà de 17 à 14,5 %. La presse nous apprend aussi ce matin que la Fédération des médecins spécialistes serait sur le point à accentuer ses moyens de pression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que Québec va adopter un projet de loi pour tourner définitivement la page sur les pénalités imposées aux médecins de famille par l'ex-ministre Christian Dubé. C'était l'automne dernier. On se souviendra du psychodrame sur la place publique. L'entente initiale qui avait été proposée à la Fédération des médecins omnipraticiens imposait des pénalités de 25 % si les fameuses cibles de performance n'étaient pas atteintes, excusez-moi. Alors, tout ça a été abandonné. Il y a même des primes qui ont été accordées. Bref, Québec a reculé sur à peu près tout. Et ces fameuses primes qui ont été accordées aux médecins de famille, donc dans les groupes de médecine familiale, les GMF, pour finalement atteindre leur objectif. Alors, ce sera concrétisé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le Parti libéral du Canada qui se préparerait pour des élections. En fait, c'est un texte qui ramasse toutes sortes, qui glane toutes sortes d'informations, les met ensemble à la une du Globe and Mail ce matin. Il y a 2 bonnes histoires dans le Globe and Mail ce matin, ça c'est la première. Les libéraux et le premier ministre Carney commencent effectivement déjà à se préparer pour les prochaines élections, selon ce que rapporte très concrètement, si on se fait à l'article. Oui, le parti a dévoilé ses règles de sélection des candidats, a dévoilé aussi le processus de nomination
nomination dans les circonscriptions détenues par d'autres partis. Tout ça sera bientôt entamé. Alors là, tu te dis, coudonc, On choisit des candidats. On va-tu en élection ce printemps? Ces préparatifs qui font suite aussi à 2 sondages qui nous démontrent que les libéraux creusent l'écart avec les conservateurs, quasiment même au-delà de 10 points d'avance à certains endroits. Alors, Mario, les rumeurs sont reparties de plus belle. Est-ce qu'on aura des élections ce printemps? Y crois-tu, toi? Peu. Mais en même temps, je veux dire, je lis l'article, puis le Globe, c'est un journal sérieux, puis ils ont plusieurs sources. Bon, puis là, en même temps, si tu commences à choisir des candidats, sérieusement, là, si tu le fais, on se comprend que, moi, dans ma tête, les élections devraient être, mettons, dans 3 ans. Là. Mais tu peux pas... Je sais pas, mettons, quelqu'un qui a un job là, dans une entreprise ou qui est vice-président d'une entreprise, ou même dans les médias, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui se présentent en politique ces années-ci. Tu peux pas dire, OK, moi, je me mets en arrêt de travail, là, en sans solde, pour 3 ans. C'est ça, à mes frais. Donc, c'est pour ça que le processus de recrutement de candidats, ça m'a fait un peu sourciller. Je continue de penser que c'est une grosse menace là, pour que les conservateurs soient sages, qui donnent à M. Carney ce qu'il veut, qui ne bloquent pas les projets de loi, et pour encourager pour que les transfuges, là, avec qui le Parti libéral est en discussion, parce que les transfuges là, sont tous dans des comtés serrés. Donc, ils vont pas essayer d'avoir comme transfuge quelqu'un qui a gagné par 20 000 de majorité, puis dans un comté, mettons en Alberta, où personne n'est libéral, parce que lui, il va se dire, si je passe libéral, je suis battu. Il sera pas élu. Il faut que le transfuge soit quelqu'un qui se dit, si jamais Carney fait des élections, moi, je suis fait, là. Parce que sous la bannière conservatrice, dans l'état actuel de l'opinion, Carney est tellement populaire que sous la bannière conservatrice, il y a des élections au mois de mai, là, je m'en retourne chez nous avec mon petit bagage, là. Mais si je change ma bannière... Fait que là... Ça peut être aussi une menace pour que ces transfuges-là disent ah ben là, j'ai pas le choix. Faut que je saute, là. Je veux dire. Mais si tu changes ta bannière, tu te mets pas en danger dans le futur? Tout le monde se met en danger, là. Oui, t'as raison. Moi, je pense que changer de bannière, tu te mets en danger. Les transfuges sont rarement réélus, là. Faites l'histoire, les transfuges sont rarement réélus. 1. 2. Pour moi, il y a un risque quand même pour Mark Carney, parce que Alexandre vient de dire les sondages sont très bons pour lui. Mais peut-être que le seul fait de dire la phrase « Je déclenche des élections maintenant anticipées », là, puis toute l'avance, les 10 points que tu viens de dire, il y en a la moitié qui viennent de partir parce que les gens se disent « Ben voyons, on était en élection il n'y a même pas un an, ils nous relancent en élection, on n'a pas besoin d'élection, ça coûte cher. Fait que pour moi, il y a plein de risques qui se jouent là-dedans. Fait que c'est pour ça que est-ce que vraiment les libéraux veulent aller en élection ou est-ce qu'ils veulent mettre un peu là, tout le monde à genoux en disant « Regarde, là, nous autres, amener les transfuges, faire calmer les conservateurs, je sais pas, je reste prudent. » Et à la une du Globe and Mail, toujours, on semble mettre la table pour le voyage de M. Carney là, qui part demain vers l'Inde. Oui, il quitte pour l'Inde, va s'envoler vers Mumbai pour une visite là, qui veut aussi rapprocher les deux nations. Alors, on sait, là, ça a été très difficile avec l'Inde dans les dernières années sous M. Trudeau. Il y avait un fret diplomatique. On se souviendra qu'Ottawa avait accusé l'Inde d'avoir orchestré l'assassinat d'un Canadien à Vancouver. Mais là, on apprend dans le Globe and Mail, en une ce matin, que le gouvernement canadien ne pense plus là qu'il y a de l'ingérence de l'Inde dans les affaires du pays. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est un haut fonctionnaire qui a assuré hier que le Canada n'est plus du tout d'avis que New Delhi se livre à de l'ingérence étrangère. Tiens donc, ça prépare bien la table pour ce voyage. L'expression « mettre la table », moi j'ai lu ça ce matin, je dis OK, on nous met la table vraiment pour l'idée qu'il y aura une entente. Contrairement à la Chine, c'est pas une entente commerciale. Trump a dit ça, on a une entente. On n'a pas d'entente avec la Chine. Là. On a enlevé des tarifs sur le canola. Tu vois, à la pièce, on a sur les fruits de mer, puis des petites bébelles à la pièce, mais ça, c'est pas une entente commerciale. Là. C'est régler des chicanes commerciales. Je pense qu'avec l'Inde, ça n'a rien à voir. Là, on veut une vraie entente. Et donc, tout à coup, la veille du départ, la veille où l'avion décolle de terre, on dit non, l'ingérence avec l'Inde, un haut fonctionnaire bien placé informe le Globe and Mail que l'ingérence avec l'Inde, c'est plus un problème, ça n'existe plus. Moi, ça me dit qu'il va probablement arriver des grosses avancées avec l'Inde là, durant ce voyage. Résultat de la Caisse de dépôt? Oui, mais t'avais raison, Mario, hein, des actifs maintenant de 517 milliards. Un demi-billion. T'avais prévu qu'on plus d'un demi-billion. Ce cap-là, c'est fait. Bon, quand on regarde les résultats pour 2025, 9,3 %, on est en dessous de l'indice de référence de 10,9. Quand on dit l'indice de référence, ben, tu sais, Mario,
la meilleure façon peut-être que je peux l'expliquer, c'est comme si, exemple, moi, je compare mon portefeuille boursier à un indice qui serait le S&P 500, exemple. C'est ça. Tu dis, moi, cette année, j'ai battu le S&P 500 ou j'ai fait moins. Sauf que dans le cas de la Caisse, il faut qu'ils se fassent leur propre indice parce qu'ils ont de l'immobilier, ils ont des placements privés, ils ont toutes sortes d'affaires. Puis quand on le décortique, tu vois, ça fait 3 ans de suite qu'on ne bat pas l'indice de référence et on a sous-performé au niveau des marchés boursiers, au niveau de l'immeuble et infrastructure et au niveau des placements privés. Ce sont les 3 endroits. Notamment, on n'avait pas assez d'investissement dans le secteur orifère. On sait à quel point l'or a monté en flèche. Puis parce que je vous parle de la Caisse, le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Hémon, continue de se montrer extrêmement critique à l'égard de la performance du REM. Selon lui, il y a encore beaucoup trop de pannes cet hiver. Là, la Caisse a demandé des correctifs et M. Hémon a assuré là, de mettre beaucoup de pression sur Alstom là, pour ce qui est de régler les problèmes une fois pour toutes cette année. Raymond qui va être avec nous tout à l'heure. On Oui. va lui parler là, de cette sous-performance de la Caisse par rapport à ses indices. Charles-Antoine, la Ligue nationale de hockey reprenait ses activités hier. Je surveillais le duel entre Tampa Bay et Toronto. Le Lightning, avant la pause, équipe de l'heure dans la Ligue. Les Leafs, 5% de chance d'accéder aux séries. Bon, évidemment, tout peut changer. Hier, ça a été une correction de la part de la formation floridienne. Il y avait de la frustration chez les Leafs, hein? C'est fou, mais honnêtement... Fru. Les Leafs sont revenus de l'arrière à la toute fin, mais c'est une défaite sans équivoque de 4-2 et les 2 premiers buts du Lightning ont été refusés. Donc, ça a vraiment été une leçon de hockey signée Braden Point, qui a manqué les Olympiques, et Nikita Kucherov. Le Lightning a gagné 20 de ses 22 derniers matchs. Incroyable. C'est l'équipe qui devance d'ailleurs le Canadien dans la course éliminatoire. On a appris que Sidney Crosby allait manquer 1 mois d'activité au moins, mais qu'il était quand même relativement proche de jouer la finale. Ça en dit long sur sa résilience. Il aurait joué malgré un genou, on l'a pas annoncé, mais un genou très amoché. Crosby est le meilleur pointeur, le meilleur buteur des Pingouins. Pittsburgh contre toute attente. Puis là, tu parles pas de leadership en plus, humain dans la chambre. En plus. Et là, 1 mois, avec ce calendrier condensé, c'est 15 à 20 matchs là, qu'il va manquer. Est-ce que ça pourrait coûter les séries au... Imaginez, en fait, tout y était pour que les Pingouins fassent les séries contre toute attente. Mais là, Crosby, en tout cas, on verra, il y a habituellement de la magie. Et le Canadien est en action face aux Islanders. Les Islanders là, jouent par-dessus leur niveau, là, jouent sur la tête. Pour vous donner une idée, là, le deuxième trio des Islanders, t'as Jonathan Drouin à gauche et Emil Heinemann, je sais pas si vous vous souvenez de lui, à droite, qui joue du hockey honnête. Là. Matthew Schaefer, 18 ans, là, ça c'est le meilleur jeune défenseur de la Ligue. Il se passe de quoi de beau avec Patrick Roy, Mathieu Darche, le DG. Mais c'est pas une équipe qui est censée être en éliminatoire si tôt dans sa Est-ce qu'ils y seraient présentement? Là? Oui, exactement. Se battre pour une place en série. OK, quand même. C'est vraiment une équipe impressionnante. Ça. Et tout le monde est en santé pour le Canadien. Martin Saint-Louis dit ça m'est jamais arrivé depuis que je suis là. Il est reparlé des chaises. Non, tu te trompes. Ah, Patrick Laine, ouais, OK. Patrick Laine. Il y a 23... avec ça. Le malade imaginaire. Bon, c'est un Molière, ce Charles-Antoine, à demain. Hey, on se parle du Rock and Roll Hall of Fame qui a dévoilé ses nominations. Oui, il y en a 17 qui pourraient être nommés en avril prochain. Donc, le public peut voter. Souvent, il y a un paquet de monde. C'est à peu près, j'ai le chiffre, c'est 1200 artistes, historiens, professionnels de la musique, de l'industrie de la musique qui vont voter finalement pour ceux qui vont pouvoir être intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Et il y a plusieurs nouveaux venus dans les 17 artistes. Quand que ton premier album commercial a été disponible. Donc, ça fait 25 ans. Oui, son premier album est sorti 2000, Misunderstood, la chanson Just Like a Pill qui était sur ton album sorti en 2001. Donc, premier album en 2000. Donc oui, elle rentre dans les critères. Je trouve ça quand même un peu bizarre là, d'être au Hall of Fame quand tu es encore en pleine carrière. T'sais, techniquement, peut-être que ton meilleur album n'est pas encore sorti. Peut-être que c'est dans 3 ans que tu es encore en pleine forme. Ben, c'est sûr que c'est très éclectique parce que tu as Shakira qui est là-dessus, Lauryn Hill aussi qui a toute une carrière, In Excess, Phil Collins. Il y a Oasis et Mariah Carey, c'est leur 3e année, eux, qui font partie de la liste, mais qui sont toujours pas sélectionnés. Billy Idol, Iron Maiden en sont à leur 2e année aussi. Je sais qu'il y en a certains, des fois, qui refusent. Y a-t-il un nombre limité qui peuvent... Ils vont en sélectionner. Dans les 17, c'est pas tout le monde qui sera intronisé cette année. C'est quelques-uns. C'est ça, c'est quelques-uns. Donc,
Donc, oui, l'industrie qui vote, mais le public aussi qui vote. J'étais en train de voter ce matin, c'est assez facile. Là. On peut aller voter? Oui, on peut aller voter, ça compte dans le... On va où dans Rock and Roll Hall of Fame? Complètement. Puis après ça, tu cliques pour voter. C'est juste tannant la façon que l'arborescence du site est faite. Mais oui, on peut voter sur le Rock and Roll Hall of Fame. Ça roule dans la bouche quand on le dit trop vite. Mais c'est intéressant quand même, la différence et la façon éclectique aussi des choix. Tu sais, Wu-Tang Clan qui a fait ses débuts, qui a été les pionniers dans le monde du hip-hop à New York, entre autres. Je trouve que les styles musicaux sont très variés. Melissa Etheridge, bref, il y en a vraiment beaucoup cette année, mais je trouve que c'est très varié aussi. À suivre. Tu voterais pour qui? Billy Idol, ça marche, ça? Ben non. Voyons. Non? Iron Maiden avant. Là.